Bienvenue dans le débat. L'Ukraine visée par des attaques massives russes depuis quelques jours. Kiev, Odessa, Kryvyi, Dnipro concentrent la majorité des attaques aériennes. La nuit dernière, Moscou a lancé une nouvelle attaque par drone. Au moins 12 personnes sont mortes. Selon l'armée ukrainienne, il s'agit de l'attaque la plus importante depuis le début de l'invasion russe. 367 missiles et drones. Donald Trump a affirmé sur son réseau Truth Social que Poutine était devenu complètement fou, malgré son appel de 2 heures avec le président russe il y a une semaine. Réaction de la Russie qui doit apprécier les efforts de l'administration Trump pour l'organisation de récentes négociations directes ukraino-russes à Istanbul. Un moment important qui s'accompagne d'une surcharge émotionnelle pour tout le monde et de réactions émotionnelles, a estimé Dmitri Peskov. Le chancelier allemand, de son côté, a affirmé que les principaux alliés occidentaux de l'Ukraine, dont l'Allemagne, ne fixaient plus de restrictions sur la portée des armes fournies à Kiev. Hier dimanche, un troisième et dernier échange de 303 prisonniers ukrainiens contre le même nombre de prisonniers russes a eu lieu. Conséquence des pourparlers à Istanbul, au total, 1000 prisonniers ukrainiens et russes ont donc été échangés. Ces bombardements, cette guerre des drones, est-ce finalement un nouveau tournant dans la guerre? Que va faire Donald Trump et puis quid des Européens? Quels sont les scénarios possibles? On en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Valéria Faure-Muntian. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes ancienne députée La République En Marche de Loire et ancienne présidente du groupe Amitié France-Ukraine. En face de vous, le général Dominique Trinquant. Bonsoir général. Merci d'être là. Ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Vous êtes donc bienvenue dans le débat. Richard Verly est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Correspondant France-Europe pour le quotidien Blick. Nous avons avec nous Olivier Weber, écrivain et grand reporter. Bonsoir à vous. Votre dernier livre, on va le voir, sur l'aventure, le dictionnaire de l'aventure. On a celui de l'esprit de résistance qui s'affiche, qui est plus proche de notre sujet, aux éditions L'Aube. Merci d'être là, Olivier Weber. Selon l'armée ukrainienne, la nuit dernière a eu lieu donc la plus large attaque russe sur l'Ukraine depuis l'invasion à l'aide de 367 missiles et drones suicides. 12 personnes ont trouvé la mort, dont 3 enfants. David Gilbert. Les pompiers ukrainiens mis à rude épreuve dans la nuit de dimanche à lundi. Tout comme la défense antiaérienne, qui est parvenue à intercepter environ 3/4 des 355 drones lancés par la Russie. 9 missiles de croisière ont également pu être abattus. Quelques appareils sans pilote ont endommagé habitations et entreprises dans l'ouest du pays et vers Kharkiv dans le nord-est, ainsi qu'ici dans les environs d'Odessa au sud, où un adolescent a été blessé. Son dos a été coupé par des éclats de verre provenant de l'explosion. L'onde de choc a fait exploser les fenêtres et son dos a été complètement entaillé. C'est désormais impossible de vivre ici. La maison est inhabitable. Mais nous n'irons nulle part. L'Ukraine est notre maison. Avec cette attaque record de 355 drones la nuit dernière, la Russie, qui a diffusé ces images ce lundi, a poursuivi une offensive aérienne menée depuis vendredi soir. Plus de 500 drones et une centaine de missiles avaient déjà été tirés pendant le week-end. 12 personnes au moins ont été tuées. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce une nouvelle fois le sentiment d'impunité totale de la Russie. Général Trinquant, selon Zelensky, hier, 30 villes ont été visées dans 12 régions. 2000 drones de type Shahed ont été tirés au cours des 20 derniers jours. Est-ce que c'est un tournant aujourd'hui auquel on assiste ? Ce n'est pas un tournant, c'est l'aboutissement de la stratégie voulue par M. Poutine de continuer à frapper avec un mix de drones et de missiles. Je rappelle simplement que les drones qui sont utilisés sont des Shahed ou des dérivés de Shahed, qui portent des charges relativement faibles, mais qui en revanche, comme ils arrivent en très grand nombre, arrivent à saturer le système de défense antiaérienne. Et derrière, ou en même temps, peu importe, arrivent des missiles qui sont beaucoup plus coûteux, mais avec des charges militaires beaucoup plus importantes et qui font des dégâts très importants. Et donc c'est ce mixte qui est envoyé, et il est envoyé pourquoi ? Parce que l'industrie russe, dans la production de ces drones, a considérablement augmenté ses capacités. Et la perspective, c'est qu'ils soient capables d'en fabriquer 1000 par jour, et d'en produire 1000 par jour, et donc d'en utiliser 1000 par jour. Avec un taux de Shahed de moins en moins détruit, si on prend le taux justement de ces drones. Parce que saturation des systèmes de défense. Juste une petite remarque, attention, parce qu'on parle toujours de drones, et il y a drone et drone. Hein. Là, on parle de drones à utilisation stratégique, c'est-à-dire qu'ils frappent le territoire ukrainien, y compris dans la profondeur. Les Ukrainiens ont beaucoup de drones, mais surtout au niveau tactique.
Et sur la ligne de front, les bricoleurs de génie, qui sont les Ukrainiens, ont la capacité de tenir sur le front. En revanche, dans la profondeur, il y a beaucoup moins de drones du côté ukrainien. Valéria Frontmontian, vous voyez un tournant, vous, dans ce qui se passe aujourd'hui, ces bombardements, c'est l'utilisation de ces drones, effectivement, de plus en plus fréquente du côté russe? Du point de vue militaire à proprement parler, j'ai le sentiment plutôt qu'il y ait effectivement une continuité plus qu'un tournant en ce qui concerne le terrain. Les Russes ont tout fait pour saturer le ciel ukrainien et les Ukrainiens nous disent depuis un petit moment qu'ils commencent à être un petit peu à court de munitions qui leur permettraient de protéger leur ciel. On avait parlé, ça fait quelques mois déjà, de livrer des avions à l'Ukraine, à aider l'Ukraine à protéger le ciel avec l'aide occidentale. Tout cela était en pourparlers, mais pour l'instant, rien n'a abouti. Et on voit bien que la Russie a trouvé une stratégie de manière à saturer complètement le ciel et pouvoir toucher les cibles qu'ils veulent atteindre. Sauf que là, on a aussi les cibles, quelles sont-elles ? On n'a rien vu de stratégique ces derniers jours. On a vu surtout les habitations des entreprises du quotidien, pas des entreprises qui sont liées à l'armement de l'Ukraine. Donc, on est toujours dans la terreur des frappes la nuit, de la pression sur l'opinion publique ukrainienne. Donc, finalement, c'est certainement un message aux Ukrainiens comme aux Occidentaux, pour dire on est toujours là, la guerre continue. C'est pas parce qu'il y a des pourparlers que Trump il s'active que finalement quelque chose a changé sur le terrain. Ils ont toujours des objectifs qu'ils ont, c'est-à-dire pénétrer l'Ukraine et soumettre l'Ukraine. Richard Verly, pourquoi maintenant justement cette intensification des bombardements avec ces drones ? C'est parce que je crois que le mot que vous venez de prononcer, le mot-clé, c'est terreur. C'est-à-dire qu'il s'agit pour Poutine de frapper les Ukrainiens dans toutes leurs parties les plus vulnérables. Alors ça peut être soit sur le front en massant des troupes, soit dans les villes en tapant les civils, pour les amener à une négociation en position de faiblesse, c'est-à-dire en quelque sorte pour mettre Volodymyr Zelensky le dos au mur. Volodymyr Zelensky, il est comptable des pertes dans sa population, même si la population résiste, il n'empêche qu'elle se tourne vers lui en disant « voilà où nous a mené cette guerre ». Donc c'est taper sur le moral des Ukrainiens, sur cette capacité de résistance et de résilience, de manière à ce que lorsque des négociations s'ouvriront, et on verra si elles s'ouvrent, et en espérant que Trump à ce moment-là soit toujours favorable à la Russie, même si ça semble chanceler, eh bien peut-être que les Ukrainiens à ce moment-là, plieront ce qu'ils ont toujours refusé de faire pour le moment. Olivier Weber, un commandant ukrainien cité dans le Financial Times, dit qu'il utilise des Abrams américains, des tanks Léopard, mais qu'il a l'impression que depuis quelques mois, ils sont effacés, que leurs vies, je le cite, sont considérées comme interchangeables, que ça devient un problème systémique. Oui, évidemment, il y a un problème de ressources humaines du côté ukrainien et on voit très bien que Poutine n'a que faire, évidemment, du sacrifice de ses soldats en nombre de morts et en nombre de blessés, en nombre d'amputés. Et là, cette histoire, en fait, de massification, l'usage des drones, c'est quoi? C'est une montée en gamme, c'est pas tellement un changement de nature, on est dans un changement de degré. Poutine veut faire un mal absolu à la population ukrainienne, veut la terroriser, veut la démoraliser. Il y a beaucoup, beaucoup de blessés. On parle de 150 000 amputés à l'intérieur même du cercle des blessés. Et regardez les cibles de ces dernières semaines, de ces derniers jours, ce sont que des cibles civiles, pratiquement. Ce sont les structures énergétiques, ce sont des hôpitaux. Quand j'étais en Ukraine, il y a encore quelques semaines, on parlait de 1300 structures de santé, donc dispensaires, cliniques, hôpitaux qui ont été atteints, endommagés, totalement ou en partie. Là, on est pratiquement à 1500. J'ai même vu des vidéos ces derniers jours de civils dans leur voiture et même d'ouvriers sur des toits qui réparaient, donc des couvreurs, des charpentiers réparant, donc des toitures qui avaient été endommagées par des shrapnels, des éclats, etc. Ce sont ces personnes-là qui sont ciblées. Donc, il y a une montée en gamme. Et évidemment, du côté ukrainien, je ne veux pas dire qu'on est démoralisé, mais on sait très bien, du côté de l'armée, des militaires, que ça touche la population. Évidemment qu'elle peut être amenée aussi à faire pression pour qu'il y ait des négociations. Mais c'est un message un peu ambigu qu'envoient les Russes, parce que, comme le disait d'ailleurs la ministre finlandaise, si je me mémoire, non, danoise, pardon, la première ministre danoise aujourd'hui, Frederiksen, qui avait réuni donc ses homologues en Finlande, donc les pays nordiques, elle disait, mais finalement, Poutine, qu'est-ce qu'il fait? Il parle de négociations et de paix le jour, enfin de paix possible, et deuxièmement, il bombarde les civils la nuit. C'est exactement ce qui se passe, donc évidemment, il y a une montée en gamme qui est dangereuse pour l'Ukraine. Général Trinquant, est-ce que l'été s'annonce meurtrier ?
L'été, je pense que tout est meurtrier dès aujourd'hui. Mais alors Mais plus, je parce pense que là, d'après le FT, les Ukrainiens mettent en garde contre une nouvelle campagne aérienne russe, une nouvelle offensive terrestre, les Russes qui produisent plus de missiles et de drones, plus vite d'ailleurs que leur utilisation. Donc est-ce qu'on est quand même dans une nouvelle phase et que ça veut dire que cet été risque vraiment d'être très compliqué? Je pense qu'il faut qu'on voit deux choses. Sur le plan stratégique, M. Poutine, cela a été dit, cherche à faire plier la population ukrainienne. Donc il frappe la population ukrainienne dans la profondeur. Et là, il est en position de force par rapport à Oui, avant. oui, parce que l'Ukraine manque de munitions et même de pièces, les patriotes en particulier, et de munitions parce que avec le nombre de drones, c'est très difficile d'arriver à économiser les munitions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur le terrain. Sur le terrain, c'est autre chose. Sur le terrain, les Russes, aujourd'hui, concentrent des troupes à droite, à gauche. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi à démontrer leur capacité d'enfoncer la défense ukrainienne. Vous savez, vous avez de part et d'autre de la ligne de contact à peu près une zone de 10 km, donc ça fait 20 km, qui est totalement transparent par les drones tactiques dont je parlais tout à l'heure, du côté russe comme du côté ukrainien. Et donc, pour les Russes, lorsqu'ils se mettent à vouloir avancer, donc en offensive, c'est extrêmement coûteux en vie humaine. Beaucoup plus que pour les Ukrainiens. Ça ne veut pas dire que les Ukrainiens n'ont pas de pertes, mais quand vous êtes dans l'offensive, c'était le cas des Ukrainiens à l'été 2023, c'est le cas des Russes aujourd'hui, ils perdent beaucoup plus de soldats. La grosse différence, c'est que les Russes se moquent totalement des pertes humaines. C'est ça justement, Valeria von Montian. Poutine parle de l'enrôlement de 60 000 soldats par mois contre 30 000 Ukrainiens. Il y a clairement un décalage. Alors, il faut regarder aussi la véracité de ces chiffres-là. Mais effectivement, côté russe, il y a, même s'ils ont connu des difficultés de recrutement, et c'est pour ça qu'il y a eu des enrôlements forcés, il y a quand même plus de candidats de la Russie profonde que l'Ukraine reste assez économe. D'une part, parce que la population globale est plus petite, mais aussi parce qu'ils ont appris ce management otanien, si vous voulez, depuis des années, depuis 2014, qui est beaucoup plus économe en hommes que la Russie a conservé cette stratégie soviète à envoyer les troupes de la chair à canon, ce qu'on appelle. Mais vous craignez justement un été très compliqué pour les Ukrainiens? Parce que l'été arrive là dans un mois. Chaque été et chaque hiver est compliqué. Les mi-saisons sont compliquées aussi parce que finalement les soldats se retrouvent dans la boue et dans le froid et c'est atroce. Il n'y a pas de période plus propice pour les Russes. Si les Russes voulaient faire une offensive majeure sur le terrain, ils l'auraient fait depuis longtemps. Maintenant, ils mettent une pression multifactorielle. Ils essaient de rendre le territoire ukrainien inhabitable par manque d'accès à l'eau potable, par manque d'accès aux soins, par manque d'accès à l'énergie. Et à côté de ça, ils mettent une pression aussi territoriale, notamment dans le nord, côté Soumy, mais aussi à l'est et dans le sud. Pour autant, ils ne progressent pas tant que ça sur le terrain militaire. Par contre, rendre l'Ukraine inhabitable, ils le font de mieux en mieux grâce à ces engins volants qui produisent sur place et produisent à une vitesse grand V. Il y aurait des missiles béliers, c'est ça en général que les Ukrainiens pourraient concevoir pour contrer des drones béliers, non? Oui, écoutez, est-ce qu'on se retrouve dans une guerre de drones là? Non, mais malheureusement, de guerre high-tech. Malheureusement, la guerre, c'est un formidable laboratoire pour tous ces équipements. Et bien sûr, on invente des tas de systèmes pour contrer, c'est toujours le glaive et le bouclier. Donc, il y a des drones qui attaquent, on va trouver des drones. Il y a des drones qui se jettent sur d'autres drones pour les attaquer. Voilà. C'est pas ça qu'on appelle les drones béliers. Oui, mais on va inventer tous ces systèmes-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la production russe est importante et qu'en face, les Ukrainiens n'arrivent pas à ce niveau de production. Je parle du niveau stratégique. Au niveau tactique, ça va mieux. Mais au niveau stratégique, beaucoup moins. Et donc, forcément, et puis dans le domaine des personnels, vous venez d'en parler, c'est absolument terrible. D'ailleurs, la question, c'est Poutine ne peut pas s'arrêter. Tous ces personnels qui ont été recrutés avec des milliers de roubles, qui sont très bien payés, 5 ou 6 fois plus que le salaire normal en Russie, ils ne vont pas revenir chez eux. Donc, Poutine a intérêt à faire durer cette guerre aujourd'hui. En tout cas, il a réussi à irriter Donald Trump, qui a réagi sur son réseau Truth Social en disant qu'il était devenu complètement fou. On va écouter le président américain. Complètement fou.
Je ne suis pas content de ce que fait Poutine. Il tue beaucoup de gens et je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je le connais depuis longtemps, je me suis toujours bien entendu avec lui, mais il lance des roquettes sur des villes, il tue des gens et ça ne me plaît pas du tout, ok ? On est en pleine conversation et il tire des roquettes sur Kiev et sur d'autres villes. Je n'aime pas ça du tout. Richard, il y a un changement de ton là ou... Oui, alors, il est de plus en plus irrité. Non, il est excédé. Il est excédé. Donald Trump, il est excédé parce que n'oublions pas que dans sa tête, il se considère comme le patron. Il pense que Poutine est quand même, non pas son vassal, mais est en situation de vulnérabilité et que Poutine va l'écouter. Donc, il est excédé. Cela dit, on sait qu'avec Donald Trump, les retournements sont très rapides et que demain, il peut reprendre les négociations avec Poutine. La réalité, en tout cas sur le long terme, depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, c'est que les pressions, Donald Trump les a exercées uniquement sur l'Ukraine. Il a mis l'Ukraine sous pression pour négocier, littéralement. D'ailleurs, il a dit tout ce qui sort de la bouche de Zelensky cause des problèmes. Il a voulu qu'il arrête. Il a cloué Zelensky au pilori lors de la rencontre à la Maison-Blanche, même si après il y a eu cette scène au Vatican. Et c'est de ça que profite Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, il sait que de toute manière, aujourd'hui, les États-Unis n'aident plus l'Ukraine dans la mesure où ils le faisaient auparavant. Ce ne sont plus des alliés sûrs pour l'Ukraine. Donc il profite de la brèche. Maintenant, est-ce que le fait de profiter de cette brèche d'une manière aussi affreuse qu'il le fait avec ses drones et ses tirs sur Kiev, est-ce que ça va retourner la donne? C'est ce qu'espère Emmanuel Macron. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron à Hanoï en demandant à Trump de prendre les sanctions massives. Pour l'instant, on n'y est pas. On va l'écouter, Emmanuel Macron. Nous avons vu ces dernières heures, une fois encore, s'exprimer la colère de Donald Trump et une forme d'impatience. Je souhaite simplement maintenant qu'elle se traduise en actes. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, le président Trump a déploré, a condamné des frappes. Là, je souhaite que cette indignation qu'il a exprimée, que nous partageons, elle se traduise dans une capacité des États-Unis d'Amérique avec les Européens à menacer d'un paquet de sanctions totalement différent et beaucoup plus massif, qui permettent de dissuader la Russie et enfin d'arrêter le conflit. Olivier Weber, alors va-t-il prendre, oui ou non, des sanctions? Donald Trump, il ne l'a pas exclu. Non, il ne l'a pas exclu. Alors, en même temps, bon, c'est évidemment, vous l'avez dit, il y a un agacement qui émane de la part de Trump. Il veut être le peacemaker, absolument. C'est en fait le faiseur de paix. Or là, il s'aperçoit que ça ne marche pas vraiment. Il a l'impression qu'on se moque un peu de lui. D'ailleurs, il l'avait dit à un moment. J'ai l'impression de me faire balader, avait-il lu comme expression de Poutine. La deuxième chose, c'est que l'hyper-personnalisation de ces rapports diplomatiques, on va dire, entre Trump et Poutine, fait qu'il n'a pas de vision à long terme, Trump. Et quand il a dit à Zelensky, attention, dans la fameuse altercation à la Maison-Blanche, vous n'avez pas les cartes entre les mains, c'est aujourd'hui lui qui n'a plus les cartes entre les mains. Il y a une personne qui les a, c'est Poutine. Il semble évidemment jouer avec un curseur, un peu trop de drones un jour, un peu moins de missiles le lendemain, etc., mais surtout pas de volonté de négociation. Alors pour répondre à votre question, évidemment, les Européens s'entendent bien là-dessus avec Merkel, avec le Premier ministre britannique, avec Macron, pour monter en gamme sur les sanctions. On sait que les sanctions commencent à produire leur effet cette année, donc en fait depuis fin 2024 et début 2025. Mais le New York Times, encore ce matin, disait que Trump, certes, est agacé, mais ne veut pas de ce nouveau jeu de sanctions, ce nouveau train de sanctions de la part des Européens. Donc évidemment, pour l'instant, on joue un petit peu sur la cour de raid. On ne pense pas que Trump sera d'avis à favoriser les sanctions européennes et de manière générale internationale sur la Russie. Général, il y a tout de même des sénateurs, 80 sénateurs aux États-Unis, dont Lindsey Graham, qui sont, eux, favorables à la mise en place de sanctions. Ils n'ont pas encore été votés au Sénat, mais eux veulent aider l'Ukraine. Ils parlent même, le texte au Sénat, en fait, prévoit une surtaxe de 500% sur les importations en provenance de pays qui continueraient à acheter du pétrole, du gaz ou de l'uranium russe. Donc ça reste tout de même un texte discuté au Sénat américain. Trump pourrait éventuellement donner un feu vert. Bon, ou est-ce que c'est de la politique fiction ? Non, fondamentalement, les élus républicains n'apprécient pas du tout la position de M. Poutine. Je parle des élus. Là, on parle de M. Trump.
Et quand il dit que Poutine est fou, on pourrait se poser en étant impertinent qui est le plus fou des deux. Je pense que ni l'un ni l'autre ne sont fous. Ils ont leur logique. Le président Poutine a sa logique. Il veut écraser l'Ukraine. Il veut neutraliser l'Ukraine. Et le problème du président Trump, c'est que ça ne l'intéresse pas. En fait, il veut un accord rapidement, quel que soit l'accord. Il s'en fiche. C'est pas ça son problème. Et donc, aujourd'hui, les parlementaires peuvent le pousser à dire revenons en réalité. Ça vous intéresse peut-être pas, mais enfin vous devez vous occuper du sujet. Et donc il pourrait à un moment dire vous voyez c'est pas moi, on m'a poussé et m'a poussé vers de nouvelles sanctions. Mais méfions-nous des déclarations de M. Trump. Je dis toujours, quand il déclare quelque chose, on attend 48 heures pour savoir s'il ne va pas dire le contraire dans les 48 heures qui suivent. Valéria Faure-Muntian, sanctions peut-être, mais finalement, il y a aussi le scénario d'un retrait pur et simple des Américains. Ça, c'est J.D. Vance qui en parlait, et ça reste une hypothèse possible. C'est une hypothèse peu probable. Les États-Unis et Donald Trump en tête se sont prépositionnés depuis le début du conflit et Trump a pris des engagements, il s'est donné des délais, il veut sauver des vies humaines. Et même si l'Ukraine, en tant qu'entité, ne l'intéresse absolument pas et plus une épine dans son pied, il y a l'enjeu de son ego, de son honneur et de tous les engagements qu'il a pris. Il y a aussi l'intérêt des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Trump souhaite séparer Poutine de la Chine en jouant son jeu. Maintenant, cet agacement, est-ce qu'il va être durable? Est-ce qu'il va produire les effets? Et là, l'intérêt aussi des mi-termes qui arrivent finalement dans pas si longtemps que ça, et de la pression des parlementaires américains, de son propre camp. Il y aura une pression de ces parlementaires républicains américains. Pour le coup, s'ils lui chuchotent à l'oreille ou s'ils lui mettent la pression, ça peut être un enjeu. Et il a besoin de victoires. Et pour l'instant, il n'en a pas emporté une seule, ni sur le plan économique du point de vue des États-Unis, malgré de la politique intérieure, malgré toutes les taxes qu'il a envoyées dans tous les sens et tout le monde est surtaxé. Il y a pas mal de volte-face. Il y a pas mal de volte-face. Effectivement, il faut toujours attendre 48 heures. Et il y a aussi ses engagements par rapport à Israël et la Palestine. Il y a ses engagements vis-à-vis de l'Ukraine. Bref, il a ouvert un tas de chantiers où il n'a emporté aucune victoire et les mi-termes arrivent et il n'est pas bête et il a aussi une administration qui le pousse un peu aux fesses et à un moment donné il faut se réaliser quelque part et se réaliser ce serait au moins essayer de sauver quelques vies ukrainiennes. Donc potentiellement il peut partir en guerre économique contre la Russie, mais ça il faut voir de quelle humeur il est pour le moment. Richard Verly. Sauf que dans ce cas de figure, les sanctions dont on parle, celles qui sont en attente au Sénat américain et qui ont 500%. Oui, mais attention, c'est des sanctions qui seraient potentiellement très efficaces parce que c'est ce qu'on appelle des sanctions secondaires, c'est-à-dire qu'elles viseraient les entités et les pays qui contournent les sanctions européennes et américaines, notamment qui affrètent les vaisseaux de cette flotte dite fantôme qui permet à la Russie d'exporter ses hydrocarbures. Sauf qu'en faisant ça, certes, Trump ferait mal à la Russie, c'est ce que veut Emmanuel Macron, mais il mettrait les États-Unis en frontal par rapport à des pays comme la Turquie, par rapport à des pays comme l'Inde, dont on sait qu'ils commercent avec la Russie. Et ça, dans le contexte commercial actuel, il ne le veut pas. Donc il est pris en quelque sorte à son propre jeu, Donald Trump, c'est s'il accepte de sanctionner ces pays pour affaiblir la Russie, il se crée encore plus d'adversaires, des adversaires que va aller tout de suite contacter qui? La Chine, évidemment, pour leur dire, vous voyez, les États-Unis, c'est aujourd'hui votre concurrent et votre ennemi. Alors, comment va-t-il arbitrer tout cela, Olivier Weber? Est-ce que les Ukrainiens craignent tout de même, Valéria Faure-Muntian dit non, mais un retrait pur et simple des États-Unis, irrités, disant, bon, bah, voilà, puisque c'est comme ça, moi, je vous le laisse, ce conflit? Oui, il y a une crainte, évidemment, parce que on sent très bien que Trump est agacé. Alors, il y a deux choses, hein. Il y a deux conséquences de l'agacement. Soit il va aller plus loin, il veut aller au rapport de force. Il est en train de comprendre, y compris de la part de certains de ses conseillers, que Poutine ne comprend que le rapport de force. C'était répété encore lors de cette réunion des dirigeants des pays nordiques et scandinaves, de l'Islande à la Finlande. C'est le rapport de force que nous voulons mettre en avant, nous, les Finlandais, les Suédois, les Norvégiens, etc. Ça, Trump commence à le comprendre, ce qu'il n'avait pas dit auparavant. La deuxième chose, c'est peut-être qu'évidemment, il va répondre aussi à son électorat
qui n'est pas forcément très favorable à la poursuite de la guerre, pour plein de raisons d'ailleurs. C'est un petit peu la base de sa campagne de réélection. Il veut revenir sur une autarcie, sur un isolement de l'Amérique qui est assez grande, assez great again pour continuer ainsi. Après, il y a une grande nouvelle aujourd'hui. C'est celle qui est annoncée par le chancelier allemand Merz. Il a dit j'allais y venir. pardon, je vous devance. La Grande-Bretagne, les États-Unis, par les États-Unis, merci, et bien sûr l'Allemagne ne veulent plus limiter la portée des armes qui sont occidentales, donc destinées à l'Ukraine. Et pour répondre à votre question, donc ça c'est très important, ça veut dire qu'en fait que les Ukrainiens pourraient, avec l'armement occidental, qu'il soit américain, français ou allemand, frapper en profondeur les positions de la Russie, donc en Russie, et non pas simplement dans le Donbass et dans les territoires occupés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les Ukrainiens disent, mais finalement, évidemment qu'on peut craindre un arrêt total ou partiel. C'est déjà le cas, il y a une diminution de la fourniture d'armement et des munitions américaines. Mais on veut que ça soit remplacé dans le laps de temps le plus court possible par les Européens. Est-ce qu'il s'agit de 4 mois? Est-ce qu'il s'agit de 8 mois? Est-ce qu'il s'agit d'un an? On revient à votre question tout à l'heure. Effectivement, l'été risque d'être meurtrier, mais les Ukrainiens me disent évidemment qu'ils sont prêts à faire face, malgré évidemment tous les déboires et tous les blessés évidemment qui sont enregistrés en cours de route. Général, alors on voit ces images du chancelier Merz, chancelier allemand, qui a affirmé que les principaux alliés occidentaux donc de l'Ukraine, dont l'Allemagne, ne fixaient plus de restrictions sur la portée des armes fournies à Kiev. Et on peut dire que là, c'est quand même un virage de 180 degrés pour les Allemands, puisque Olaf Scholz ne souhaitait pas envoyer de Taurus. Alors il n'a pas dit qu'il allait le faire, Merz, mais en tout cas, il y avait toujours cette volonté de mettre une limite à un envoi d'armes à plus longue portée. Donc là, vous pensez que ça peut être un game changer, comme on dit en anglais, vraiment une étape importante? Game changer, je ne sais pas, mais très utile, j'en suis certain. Le chancelier Merz prend le contre-pied de tout ce qu'avait fait le chancelier Scholz, et heureusement, parce que c'était une catastrophe, ce chancelier précédent. Une vraie catastrophe. Je veux dire, c'était un pacifiste, enfin, il faut se souvenir, il défilait en Allemagne de l'Est. Alors que Merz a une position beaucoup plus ferme dans tous les domaines, et en particulier dans ce domaine-là. Et c'est très intéressant, dans sa déclaration, il allie les 3 pays européens, Royaume-Uni, Allemagne et France, aux États-Unis. Parce que beaucoup de ces systèmes d'armes longue portée, avec le Taurus qui va jusqu'à 500 km, dépendent en fait d'éléments fournis par les Américains, en particulier le renseignement. Et donc, si, je dis bien si, tout ceci débouche, ça veut dire les Ukrainiens pourront frapper dans la profondeur. Or, pour détruire les drones, il faut frapper sur les usines de drones, évidemment. Quand vous avez 600 drones en l'air, il vaut mieux les détruire quand ils sont fabriqués, vous voyez. Donc là, ça donne une vraie arme dans les mains des Ukrainiens. Mais est-ce que ça veut dire que les Allemands pourraient donc livrer ces fameux Taurus au final? C'est ce qu'il signifie quand il dit ça. Mais je vous rappelle que quand les Storm Shadow ou les Scalp ont été livrés, on n'en a parlé qu'après. On n'en parle pas avant, on n'annonce pas ce qu'on va faire, c'est après qu'on en parle. Et donc je pense que c'est possible, oui, actuellement, puisque c'est la clé. S'il dit ça, je pense que c'est sous-entendu. Valéria Faure-Muntian, là-dessus, ça serait effectivement une vraie étape que les Allemands envoient ces Taurus, ces fameux missiles. La possibilité de frapper en profondeur dans le territoire russe, ce serait un changement radical. Jusque-là, les Ukrainiens utilisaient leurs propres moyens de locomotion, soit des hélicoptères, soit des drones de production nationale, mais utilisaient très peu, voire jamais, les armes livrées par les Occidentaux, par l'interdiction, même lors de nos livraisons, de les utiliser, parce que Poutine a dit que c'était une ligne rouge, et donc on serait tous considérés comme des co-belligérants. Co-belligérants, c'est ça. Exactement. Qui déplore d'ailleurs une décision assez dangereuse. Après, les lignes rouges ont été franchies de manière régulière, les lignes rouges de Poutine, et finalement, il n'y a pas eu de plus de réaction que ça. Parce que donc Poutine, on peut en franchir une de plus. Poutine, il nous fait très peur avec les armes nucléaires, mais finalement, il n'est pas prêt peut-être à s'attaquer à l'OTAN, parce qu'il n'arrive déjà pas à faire face
face à l'Ukraine de l'Est, et sans parler de l'Ukraine tout entière. Donc terroriser les populations, c'est une chose, c'est presque facile, ça se fait dans l'air, mais sur le terrain militaire, il n'avance pas tant que ça. Et donc ça serait effectivement stratégiquement très intéressant pour les Ukrainiens, parce que pouvoir détruire les munitions d'armes, les usines de production d'armes, les dépôts de carburant, ça pourrait franchement renverser la vapeur sur le territoire, sur le terrain militaire. Richard Verly, à condition que ça soit fait vite. Oui, moi je voudrais quand même nuancer sur la portée de cette décision. L'autorisation de frapper dans la profondeur, ça peut effectivement changer beaucoup de choses, mais ça peut aussi encore aggraver la guerre dans un contexte où on vient de le dire, la population ukrainienne est à bout, où les Ukrainiens font preuve de résistance, mais d'une résistance qui est soumise à très rude épreuve, et sur le plan terrestre, même si effectivement il y a ces barrages de drones ukrainiens, on sait que Poutine masse des forces et qu'il pourrait tenter une offensive. Donc moi je pense que quand même, certes, frapper en profondeur, il faut s'en réjouir pour ce qui est de la capacité militaire ukrainienne, mais il faut aussi s'en désoler, parce que ça voudrait dire pour de bon que la paix n'est pas possible. Olivier Weber, il faut encore que ces déclarations soient suivies d'actes. Et d'ailleurs, le chancelier allemand ne parle pas que de l'Allemagne. Il a mis différents alliés dans son propos. Ce n'est pas totalement fortuit. Non, c'est pas fortuit, c'est très intéressant qu'il soit le porte-parole finalement de ces 4 pays. Bien sûr, son pays, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, mais aussi les États-Unis qu'il a cités. Alors ça veut dire quoi? D'abord, il y a eu une réaction de la part du Kremlin, et on voit bien que c'est presque une ligne rouge qui est énoncée entre les lignes, à savoir que cette décision de non-limitation, donc de porter des armes occidentales, est très dangereuse, jugée bien sûr du côté du Kremlin. Ça veut dire qu'il y a une crainte quand même de la part de la Russie. Voilà, ouais, tout à fait. La deuxième chose, c'est que quand Merz, le chancelier allemand, évoque cette décision de ne plus limiter, on va dire, la portée des armes occidentales et qu'elles puissent frapper donc en profondeur, ça veut dire qu'il signe pratiquement le fait, vous en parliez tout à l'heure, que les Taurus, les missiles Taurus allemands, vont être livrés. C'est pas officiel parce qu'il a dit on préfère parler d'ambiguïté stratégique du côté de l'Allemagne, c'est-à-dire qu'on le saura quand ils seront livrés, comme pour les premiers F-16 du Danemark, etc. Mais ce que j'analyse aussi dans les propos de Merz, c'est qu'il y a une approbation américaine là-dedans, de la part du Pentagone. Alors je ne sais pas à quel niveau, mais en tout cas une approbation de la part des Américains pour que les frappes évidemment occidentales puissent avoir lieu du côté de la Russie, mais deuxièmement surtout que les Russes, les missiles allemands, puissent être livrés. Donc là, quand même, il y a une montée en gamme et c'est pas inintéressant. Et surtout, avoir la réaction du Kremlin, ça veut dire qu'il y a quand même une considération de cette puissance de frappe du côté des Ukrainiens dans les jours à venir. Général Trinquant, il y aura un aval américain, comme le dit Olivier Weber? Mais il y a, parce que... Sur cette utilisation de ces armes longue portée? Ces armes, en fait, ont besoin de renseignements américains. Je parle par exemple des Storm Shadow et des Scalp, que je connais mieux que le Taurus. Vous avez besoin, dans la fin de trajectoire, d'une superposition de l'image réelle prise par le missile et de l'image satellitaire qui vous a donné l'objectif. Et cette image qui a donné l'objectif, elle est souvent d'origine américaine. Je ne dis pas tout le temps, mais souvent. Donc, on pense qu'il y a une autorisation américaine. C'est nouveau, ça, ou il y avait déjà... Oui, non, c'est nouveau. C'est nouveau, vraiment. Donc ça, c'est l'administration Trump, en fait. Oui, alors est-ce que c'est le Pentagone qui... etc. C'est compliqué. Juste une remarque sur la réaction russe, je la trouve extrêmement modérée. On ne vous parle pas de ligne rouge. On vous dit c'est assez dangereux. On ne peut pas être plus gentil que ça, en disant c'est assez dangereux. Et dernier point sur le danger de la continuation de la guerre, pardonnez-moi, mais c'est Poutine qui veut continuer la guerre. Donc on ne va pas dire, écoutez, finalement, on ne va pas répondre à vos attaques parce que la guerre va se continuer. Non. Vous voulez nous taper? Nous, on va taper encore plus fort. Et il y a bien un moment où vous arrêterez. Donc on est dans une escalade, vous avez l'impression, aujourd'hui, là? Non, on est dans la réponse proportionnée. Clairement, si Poutine peut combattre et discuter en même temps, les Ukrainiens ne sont pas empêchés de combattre et de discuter en même temps. Donc, donner les moyens de proportionner la réponse aux Ukrainiens, qui ont toujours été beaucoup plus affaiblis que la Russie l'a été, dans le sens où les Ukrainiens n'ont
que peut pénétrer le territoire russe, et encore pour l'image d'une part, et d'autre part parce qu'il y avait des dépôts stratégiques d'essence. Mais en dehors de ça, les Ukrainiens n'avaient que peu d'opportunités de combattre réellement l'usine qui produisait l'armement, les moyens, la logistique, les hommes. Donc pouvoir le frapper, ce serait une proportion, une réponse proportionnée. Richard Verly, pour rejoindre ce que vous disiez, alors quid des accords, quid des négociations. Je voudrais revenir tout de même sur cet échange de prisonniers. On a vu ces images qui étaient très émouvantes ce week-end d'Ukrainiennes qui retrouvaient justement leurs maris, leurs proches. Et je dois dire que c'était particulièrement émouvant. Je veux dire que c'était un moment un peu, grande émotion pendant un moment de cette guerre. Donc il y a eu ces négociations à Istanbul. 1000 prisonniers au total ont été échangés, ukrainiens et russes. Est-ce que ça pourrait être l'occasion d'un accord plus vaste ? Oui, j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être assister à ce que sur un autre théâtre, l'Afghanistan, on a appelé la surge. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'administration américaine, c'était pas du tout l'attitude de Trump au départ, mais peut-être est-il en train de se rendre à cette évidence qu'on ne pourra pas forcer Poutine à négocier tant qu'on ne lui aura pas vraiment mis une pression maximale. Jusqu'à maintenant, il était sur une logique, on va dire amicale, Donald Trump. Poutine, c'est mon copain, on se connaît bien. Vous allez voir, quand c'est moi qui lui parlera, il deviendra soudainement pacifiste. Il se rend compte que ce n'est pas possible, donc il augmente la capacité de frappe des Ukrainiens. Peut-être va-t-il quand même prendre certaines sanctions, toujours dans le même but, amener Poutine à la table des négociations. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on rentre à nouveau dans une surenchère militaire. Et si vous prenez le cas de l'Afghanistan, la surge, elle n'a rien réglé. Donc, il y a quand même ce risque, acceptons-le, que la surenchère militaire, elle ne ramène pas Poutine à la négociation comme on l'espère, et à ce moment-là, on rentre dans un tunnel de guerre qui, il faut bien le dire, n'est bon pour personne. Olivier Weber, sur justement un accord qui pourrait être l'occasion justement de cet échange de prisonniers, est-ce qu'elle pourrait déboucher sur un accord ? En tout cas, ces pourparlers à Istanbul ont eu ce résultat. Oui, absolument. Et justement, la Turquie est un intermédiaire conséquent. Erdogan veut vraiment être un faiseur de paix, un facilitateur. Alors, pour l'instant, ça reste évidemment circonscrit à des échanges de prisonniers. Est-ce que ça va dépasser ? Je pense que pour l'instant, il faut être extrêmement prudent parce qu'il n'y a aucune concession de la part de la Russie. La Russie traite l'Ukraine comme étant un vassal, lui interdit bien sûr le droit de riposter sur son propre territoire, y compris dans le Donbass, etc. Et donc, il y a vraiment, comment dirais-je, une sorte de rapport de maître à élève. Évidemment, là, le fait qu'il y ait cette réponse occidentale sur deux volets. D'une part, cette décision cet après-midi annoncée par le chancelier allemand est extrêmement importante. Elle va sauver des vies en Ukraine, peut-être des centaines, peut-être des milliers de civils et de militaires. Et puis deuxièmement, la réponse du militaire, des sanctions possibles, ce fameux train de sanctions de la part des Européens. Est-ce que ça va être avalisé donc par Trump ? La presse américaine ce matin, j'en parlais tout à l'heure, le New York Times en particulier était très dubitatif, mais ce n'est pas exclu non plus parce que les sanctions commencent à porter leurs fruits. On a un taux directeur, la Banque centrale russe, à peu près de 20% aujourd'hui. C'est-à-dire que si on s'endette en tant que particulier ou en tant qu'entrepreneur à 28 ou 30%. C'est énorme. D'ici un an, on risque d'avoir une grave crise économique, des faillites de la part de petites et grandes entreprises russes, et cela, Poutine le sait. Donc il y a presque une course de vitesse. Trump a commencé évidemment à comprendre sur le long terme la mécanique, on va dire, de la position de Poutine, qui ne comprend que le rapport de force et qui joue le long terme. Si Trump reprend les cartes entre les mains et veut vraiment être un artisan de la négociation, évidemment, il comprendra qu'il faudra maintenir la pression sur l'économie en particulier. Valeria Fournes-Moutian, ça ne vous a pas donné un espoir d'un accord lorsque vous avez vu justement cet échange de prisonniers ? Alors, l'échange de prisonniers a lieu depuis les premiers jours de guerre, c'est-à-dire que ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Il y a toujours eu des discussions entre les ministères concernés. C'est une démonstration dans le sens où c'est massif d'un coup et quand c'est devant les caméras, mais finalement, ça ne s'est jamais vraiment arrêté. On se demande pourquoi. Pourquoi, de ce point de vue-là, ils parviennent à un accord ? Parce que c'est facile. Il y a des prisonniers de part et d'autre. Il y a quelque chose à gagner pour la Russie, c'est-à-dire récupérer les leurs qui leur coûtent en attendant
indépendants d'être en prison en Ukraine parce qu'ils doivent verser des indemnités aux familles, alors que retour au bercail, ils ne leur coûteront plus rien. Donc c'est un intérêt économique et aussi un intérêt politique de voir les enfants russes rentrer au pays. Par contre, là où il y a un sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a absolument rien qui pourrait mettre Poutine autour de la table des négociations. Et les frappes sur le territoire russe et la pression sur l'opinion publique russe pourraient potentiellement jouer un rôle non négligeable, beaucoup plus que les sanctions économiques, à mon sens. Écoutez, on se réjouit naturellement de la libération des prisonniers, mais on est très déçus. Je rappelle que la réunion entre Russes et Ukrainiens devait déboucher sur un plan de paix. Le plan de paix fait plof, on libère 1000 prisonniers, et les Russes vous annoncent souverainement qu'ils présenteront leurs conditions de paix après la libération des 1000 prisonniers. Donc on attend cette semaine, probablement M. Lavrov, qui présenterait un plan de paix. Mais on le connaît déjà, le plan de paix. C'est occupation des 5 oblats, je parle bien sûr de la Crimée, et des 4 oblats, complet, puisque c'est russe, neutralisation de l'Ukraine. Enfin, tous ces éléments-là, on les connaît par cœur. Donc, si vous voulez, je trouve que la libération, c'est un pis-aller, tant mieux pour les prisonniers, on se réjouit pour leur famille, bien sûr, mais c'est un pis-aller, c'est parce qu'il n'y a eu aucun débouché sur un plan de paix. Richard Verly, il n'y a aucun, justement, débouché sur un plan de paix en ce moment. Ou est-ce que ça pourrait... Parce que Zelensky demande toujours un cessez-le-feu de 30 jours. Poutine, lui, reste campé sur ses positions que vient de décrire le général Trinquant, maximaliste. Donc, effectivement, on n'est toujours pas sur la même longueur d'onde, là. Ce qui est certain, et c'est tragique à constater, c'est que Vladimir Poutine estime qu'il a le dessus sur Trump aujourd'hui. Alors, on savait que Trump était aligné sur les positions de Poutine et que c'était vraiment pas le meilleur moyen de l'amener à la table des négociations. Mais il y a eu entre-temps aussi la rencontre avec la Chine, avec Xi Jinping, le 9 mai à Moscou, rencontre ô combien symbolique lors de la fameuse parade militaire du 9 mai. Et c'est en ça, je corrigerai un tout petit peu ce que disait Olivier, oui, l'économie russe est en très mauvais état, mais si M. Xi Jinping, si le président chinois a fait à Poutine la promesse qu'il le soutiendrait, eh bien, nos calculs économiques tombent à l'eau. Parce que la capacité de financement qu'ont les Chinois de l'économie russe, elle est réelle. Et donc, si la Chine décide que la Russie ne fera pas faillite, elle ne fera pas faillite. Donc, on est loin d'un accord de paix, Olivier Weber. Oui, je crois qu'on est loin d'un accord de paix. Il y a comment dirais-je, un petit peu ce paravent de concessions avec les échanges de prisonniers. Évidemment, c'est réciproque, ça avantage, comme le disait Valérie à l'instant, les deux parties. Mais celui qui a les cartes entre les mains, qui les a toutes données à Poutine au départ, c'est Trump. Quand Trump va comprendre qu'il s'agit encore une fois d'un rapport de force à envisager, à mettre sur la table face à Poutine, évidemment, là, les choses ont changé. Zelensky, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de gagner du temps aussi, il essaye de répondre aussi à sa population qui en a assez, qui souffre. Il y a ces centaines de milliers de blessés, il y a bien sûr ces dizaines de milliers de morts, etc., des jeunes pour la plupart. Et donc voilà, Zelensky essaye de faire bonne composition après la fameuse altercation à la Maison-Blanche. Il essaye de revenir vers Trump, et ça a marché. Donc là-dessus, je trouve qu'il a été habile diplomate et habile négociateur. Mais le vrai faiseur de paix, c'est Trump. Poutine le sait, il joue un petit peu avec le feu de ce côté-là. En même temps, si Trump considère tous les éléments qu'il peut avoir entre les mains, militaires et deuxièmement, encore une fois, économiques, là, évidemment, la donne peut changer. Mais pour l'instant, je ne vois pas d'avancée en matière de négociation et de cessez-le-feu. Merci Olivier Weber, Richard Verly, merci beaucoup Valéria Faure-Muntian, merci Général Trinquant d'avoir participé à cette émission que vous retrouvez sur les réseaux sociaux également, en podcast, et je vous dis à demain.